Bonjour à Ok. tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans un premier temps, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Je suis donc Manon Pinheiro, la responsable d'agence du secteur Ouest, et je suis accompagnée de Joseph Corsi, qui est l'expert des solutions Revit. C'est d'ailleurs lui qui va vous présenter les nouveautés de Revit 2024. Alors, pour l'agenda de cet après-midi, nous avons prévu de vous présenter brièvement Applicite, puis Joseph vous présentera les nouveautés de Revit 2024. Et comme d'habitude, vous le savez maintenant, une session questions-réponses sera à suivre. Notre activité chez Applicite, vous le savez aussi, nous sommes un intégrateur de référence en France depuis maintenant 2006 des solutions Autodesk. Nous sommes experts sur la partie CAO, la partie FAO, mais aussi le BIM et le PLM. Nous comptons aujourd'hui 52 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 millions d'euros sur l'année 2022. Vous allez vous demander d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut vous apporter et comment nous accompagnons aujourd'hui nos clients. Ben, c'est simple, ils nous font confiance sur le déploiement de leur licence, sur de la formation personnalisée. Et puis bien sûr, en fonction des objectifs métiers, nous pouvons vous accompagner davantage et beaucoup plus loin. Nous avons notre propre bureau d'études et vous pouvez d'ailleurs nous sous-traiter des missions telles que le scan, la modélisation des objets BIM. Euh, et puis bah, voilà, notre objectif, il est quand même très simple, c'est améliorer vos processus de conception afin d'optimiser vos workflows. Pour rester connecté, je vous propose rapidement de faire s'abonner à notre calendrier qui est disponible sur notre site applicite.com. Ça vous évitera de passer à côté de présentations qui peuvent être susceptibles de vous intéresser. Et d'ailleurs, sur notre site internet, vous pouvez retrouver notre blog, nos ingénieurs d'application créent régulièrement du contenu en lien avec des problématiques ou questionnements des produits tels que Revit ou AutoCAD. Vous trouverez des réponses à vos questions. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci Joseph. Sur la partie réseaux sociaux, nous avons des pages LinkedIn tant au national qu'en régional. Je vous invite d'ailleurs rapidement là aussi à vous inscrire, à nous suivre sur nos pages. Nous mettons régulièrement du contenu spécifique sur les outils, mais aussi sur les nouveautés Autodesk. Vous pouvez aussi retrouver des témoignages clients et autres. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, ce n'est pas grave. Connectez-vous via Facebook ou bien sur YouTube. Vous retrouverez également du contenu technique, mais aussi sur des nouveautés. Je vais pouvoir maintenant laisser la main à Joseph sur la partie Revit 2024, les nouveautés. Alors, la page arrive. Parfait. Bonjour à tous. Alors excusez-moi, je suis un peu enrhumé, donc ça va être un peu dur, mais on va essayer. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les grandes nouveautés dans Revit, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Donc je vous ai mis les principales, hein. On va les voir. On va pas toutes les voir, mais on va en voir pas mal. Donc on va commencer déjà par une petite modernisation au niveau, je dirais, au niveau de tout ce qui est interface. Donc aujourd'hui, bien sûr, on peut passer, comme on dit, du côté obscur. Donc voilà, donc tout ça c'est venu très simplement. Donc on a maintenant la possibilité dans les options de passer, comment dire, de passer du sombre au clair, ou alors d'utiliser carrément les paramètres que vous avez sur votre ordinateur. Alors on va voir les différentes possibilités. Donc on a vu le foncé, maintenant on voit le clair. Là sur mon PC, moi j'ai une fonte un petit peu noire, on va dire, un petit peu sombre. Mais à l'intérieur de ça, quand on vient travailler directement sur Revit, on a la possibilité, tout en étant soit en mode sombre, soit en mode clair, de pouvoir changer la couleur de la zone de dessin. Voilà, donc on a un bouton, un nouveau bouton qui est arrivé dans l'onglet Vue qui nous permet d'avoir un thème sombre ou un thème clair en fonction de la façon dont on travaille.
Donc dans les options, on voit bien sûr qu'il y a un nouvel onglet couleur qui vient d'arriver, qui nous permet de jouer un petit peu là-dessus. Alors anciennement, sur la version 2000, avant la version 2024, donc on avait ces options-là où on voyait tout dans graphique. Maintenant est venu se rajouter un onglet couleur, tout en gardant bien sûr la partie graphique, mais dans laquelle on est venu faire des nouveautés, dans laquelle vous pouvez choisir de base, quand vous démarrez votre projet, la possibilité d'avoir tout ça. Donc une modernisation en plus qui fait que sur l'écran d'accueil, on a ce qu'on appelle mes informations. Alors ça a été rajouté pour avoir quoi? Pour vous enseigner sur différentes données, comme l'utilisation que vous faites de Revit, comme l'utilisation d'un process, une recommandation d'optimisation. En fonction de la façon dont vous travaillez, on va vous soumettre quelques données ou quelques idées par rapport à tout ça. Au niveau de la carte vidéo, donc aujourd'hui, on a la possibilité de savoir si on est bien, on est dans les clous par rapport à ce qu'on nous demande, donc par rapport à la configuration matérielle. Donc on voit qu'on a trois onglets, trois icônes possibles. Donc une version de configuration correcte, comme c'est le cas à l'écran, une version de configuration inférieure à celle requise, ou alors pas du tout la bonne configuration, où vous aurez bien sûr ce point d'exclamation sur un fond rouge. Donc ça vous permet de savoir si votre machine va pouvoir faire tout ce que vous voulez par rapport à ce qu'on vous demande. Au niveau des macros, alors anciennement, les macros étaient automatiquement actives. Donc pour une question de sécurité renforcée, comme on peut le voir dans la boîte de dialogue options, aujourd'hui, tout est désactivé. On a ajouté, pour ceux qui travaillent avec l'ACC, donc avec le cloud, la possibilité maintenant de pouvoir réorienter l'emplacement du cache, parce qu'avant, dans Revit 2023, lorsqu'on utilisait les modèles sur le cloud, on ne pouvait pas modifier ce chemin-là, ce qui faisait que le cache pouvait devenir assez important et occasionner parfois des saturations sur le lecteur C. Dans Revit 2024, on peut désormais changer l'emplacement du dossier collaboration. Donc ça, c'est dans les options, comme on le voit, Revit, et on accède à l'onglet Modèle Cloud, et ensuite, on va tout simplement choisir l'emplacement qu'il nous faut en faisant parcourir. Voilà. La modernisation de l'interface, donc c'est quoi? C'est des thèmes qui ont été modifiés, des remplacements d'icônes beaucoup plus simples pour qu'ils puissent gérer aussi bien le clair que le foncé. Des prises en charge de thèmes sombres, donc tout ça, ça a été plus de 2000 icônes qui ont été mis à jour par rapport à tous ces onglets et avec ce ruban. Une grande innovation par rapport à tous ceux qui connaissent Revit depuis le début, on avait toujours les mêmes fichiers exemples. Aujourd'hui, on a des fichiers qui ont évolué, où on a ce qu'on appelle des onglets, des exemples ou des gabarits par métier. Donc on en a un architectural, on en a un structurel, électricité, MEP, génie climatique, et un site. Alors tous ces exemples-là, tous ces modèles, sont liés les uns envers les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on vient visualiser donc cet exemple-là, où on voit le général, on va pouvoir, comment dire, un petit peu bidouiller à l'intérieur ou aller visualiser, aller naviguer pour avoir des exemples, par exemple des objets, des exemples d'objets modélisés, de feuilles, de mots des natures, parce que là, par exemple, il y en a, on le voit bien sur ce bâtiment. Donc voilà, ça vous permettre d'évoluer un petit peu dans ce que vous faites et de voir les possibilités qui vous sont offertes. On a un nouveau gabarit qui lui s'appelle défaut multidiscipline métrique, qui lui va regrouper toutes les disciplines en un seul fichier. Voilà. Donc, on va avoir, comme on le voit dans l'arborescence projet, l'architecture, la coordination, et ainsi de suite, avec les différentes feuilles, les différentes légendes. On va avoir de base automatiquement un plan de référence indiquant le point d'origine interne, un cadrage de vue défini dans la zone d'impression, une petite coupe de base, une échelle graphique et une flèche du nord. Alors les gabarits ils ont été fusionnés dans un seul et unique multidiscipline. On va trouver donc des plans de référence, des vues d'exemple et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, donc c'est assez sympathique et assez simple à voir. Voilà. Un petit souci. Voilà, c'est bon.
Donc on va avoir aussi des légendes. Donc les légendes qui vont fournir toutes les familles qui ont été intégrées à l'intérieur de ce gabarit-là, qui vont vous donner des exemples. Par exemple, voilà, un symbole de coupe. Les différentes topographies de texte ou les différentes topographies aussi de, comment dire, de cotes pour lesquelles tout va être expliqué. On va avoir aussi des gaines, enfin des parties MEP qui vont être un petit peu plus explicites que ce qu'on avait avant. Voilà. Grande nouveauté, alors avant, quand on était sur Revit avant 2024, quand on voulait faire une recherche, on était obligé de faire un clic droit et d'aller faire une recherche, et cette recherche se faisait dans toute l'arborescence et les unes après les autres. Aujourd'hui, dans la partie Revit 2024, donc, on a une petite case qui nous permet de faire de la recherche. Et donc, cette recherche est beaucoup plus fluide et plus moderne. La nouvelle fonction de recherche se trouve en permanence en haut de la page et la recherche est automatique après la saisie des mots-clés. Il y a une mise à jour instantanée des résultats pertinents au fur et à mesure de la saisie de la requête. Alors, il y a une mise en évidence instantanée des mots-clés, une correspondance dans la liste filtrée, et ça à tous les niveaux de votre arborescence. On a un nouveau navigateur de couleurs. Celui-ci, c'était celui qui était avant 2024, qui ne représentait malheureusement que du Pantone. Donc on le voit bien ici. Aujourd'hui, il y a une grosse évolution où le bouton Pantone a été modifié par carnet de couleurs et qui va nous permettre d'avoir différentes données. Donc déjà celle des Pantones, mais on va pouvoir aussi retrouver, comme on le voit en bas de la liste, tout ce qui est RAL, classique, design, ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait déjà avant dans AutoCAD, tout ça on l'avait maintenant. Tout ça, ça a été intégré. Le carnet de couleurs a été intégré complètement à Revit. Au niveau des zones de définition, alors au niveau des zones de définition, avant, dans Revit 2023, il était uniquement possible de définir une zone numérique sur une hauteur de zone de définition lors de la création. C'est-à-dire qu'on créait notre zone et ensuite on venait tout simplement lui donner une petite hauteur. Mais lorsque l'on voulait faire une modification, on était obligé de se mettre en 3D pour pouvoir 3D ou en visualisation pour pouvoir faire évoluer cette hauteur de zone de définition. En 2024, on peut définir une valeur numérique pour la hauteur de la zone de définition à tout moment. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans les propriétés maintenant cette notion de hauteur qui va nous permettre de ne pas forcément passer par une 3D pour pouvoir faire modifier ou évoluer la hauteur de cette zone de définition. Donc on a toujours la possibilité, bien sûr, de l'avoir en 3D, hein, comme on avait avant, mais on a la possibilité maintenant, tout en restant en plan, de pouvoir le faire. On a énormément de redimensionnement de boîtes de dialogue. Hein, toute la liste est là et il n'y a pas tout, hein, qui était bien embêtante dans certaines. Donc voilà, on a à peu près toute la liste, plus il doit en rester 5 ou 6 derrière. On a un nouveau style visuel qui vient d'arriver, qui a été ajouté, qui s'appelle texture. Ce nouveau style visuel se situe entre les couleurs cohérentes et réalistes. Alors ça fait quoi? Ça fait tout simplement, c'est un peu plus loin, ça va un peu plus loin que les couleurs, car il utilise les images appliquées aux matériaux dans l'onglet apparence, mais c'est pas aussi lourd que le réaliste, car il n'utilise pas le reste des paramètres de l'onglet apparence ni utile, il utilise que l'ombrage. Alors, vous avez peut-être pas remarqué, mais depuis la 2023.1, je crois, de mémoire, Twinmotion a été rajouté. Grosse amélioration sur la 2024 maintenant. C'est-à-dire qu'on a une synchronisation automatique qui va avoir lieu, qui va avoir lieu directement dans Revit. Donc on voit bien qu'on a à ouvrir dans Twinmotion, mais on a aussi une relation directe dès que l'on fait une modification d'un côté ou de l'autre. Alors bien sûr, qui dit nouveau Revit, dit nouveau Twinmotion. Alors il faut faire attention à bien conserver, si vous avez le Revit 2023, à bien conserver votre ancien Twinmotion. Ça doit être le 2022, parce que le 2023 ne fonctionne pas avec la 2023. Il ne fonctionne qu'avec la 2024. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Ne désinstallez pas votre Twinmotion. Donc là, on va prendre le cas tout simplement d'un projet que vous connaissez, qui me suit depuis que vous suivez ces webinaires. Donc ça n'a rien changé. On va pouvoir tout simplement affecter des matériaux. On va pouvoir récupérer plein de choses. Hein. Donc là, j'ai mis du béton. On va pouvoir mettre, par exemple, du bois sur certaines clés que l'on a mis à côté.
Voilà, donc on voit, on a on a un système de données qui est très important via Twinmotion. On pourrait récupérer aussi les matériaux qui viennent de Revit, hein, bien sûr. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tout simplement maintenant faire, voilà, on a fait une image de rendu. Et maintenant dans Revit, je vais venir tout simplement faire une modification. Alors je vais tout simplement déplacer une ouverture, hein, donc la fenêtre avec la barre de balcon. Et on va voir que la modification qui avant ne se faisait pas en automatique va ici tout simplement se faire directement dans Twinmotion. Donc on a un gain de temps au niveau de la régénération directement dans Twinmotion. Donc on voit bien que ma fenêtre est passée complètement à droite alors qu'elle était juste à côté de l'ancienne. Donc maintenant, voilà, dans Twinmotion, on est revenu et ça s'est remis totalement à jour. Donc voilà, on peut refaire donc une image que l'on va pouvoir donner tout simplement à son client. On a une amélioration pour l'ajout des points sur les sols. Donc avant, on avait tout simplement ajouté un point et on venait mettre une élévation relative ou pas. Aujourd'hui, on a la possibilité dans Revit 2024 de pouvoir donner des points, mais le long d'une surface, par rapport à un point absolu, par rapport à un niveau actuel, point de base topo et à une origine interne. C'est un peu plus simple que ce que l'on avait avant, surtout quand on va gérer le NGF. Au niveau de l'alignement des zones de hachurage, donc on avait en 2023 une dalle hein, sur laquelle on venait tout simplement mettre un motif de briques, hein, qui est directement, c'est celui de Revit, hein, sur lequel on va venir tout simplement rajouter des points ou des lignes de scission, hein, c'est pareil. Donc on voit bien qu'on a les points de base topo. Donc ça, c'est la nouveauté qui est arrivée en 2023.1 hein, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Donc on va venir tout simplement positionner des points et on s'aperçoit tout simplement que le hachurage n'est plus du tout cohérent avec ce que l'on veut, ce que l'on avait de base. Donc je vais venir modéliser un mur tout simplement et je vais venir dans ce cas-là aligner. Donc et c'est là où on voit un alignement multiple avec un axe de mur. On va venir tout simplement venir aligner le hachurage. Donc on s'aperçoit qu'on peut le faire que par zone. Donc c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Donc c'était un petit peu long pour avoir à peu près tout parallèle. Et donc on va voir maintenant qu'en 2024, donc on va faire exactement la même chose, hein, on va se retrouver avec le même hachurage, c'est la même dalle de base. La seule différence, c'est qu'on va pouvoir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mettre des points par rapport à des décalages de surface, par rapport à des points topo. Donc on va retrouver la même problématique de positionnement par rapport à ces points-là. La seule différence, c'est que à partir de maintenant, quand je vais faire exactement le même mur, hein, ça va pas changer l'exercice, on va pouvoir faire par rapport à l'alignement, on va pouvoir choisir si c'est une face ou si c'est la surface entière. Donc si on fait la face sélectionnée, on revient exactement comme dans la version précédente. Par contre, dès lors que l'on va revenir tout simplement dans la partie surface entière, là cette fois-ci, c'est la surface globale de la dalle qui va venir se positionner par rapport à ce que l'on a voulu. Donc grand gain de temps. Au niveau de la trajectoire du Soleil dans la vue en perspective, lors de l'exécution d'une étude d'ensoleillement, alors les paramètres d'ensoleillement sont maintenant, on va s'en apercevoir, directement dans l'onglet. D'accord? Alors, avant, on ne pouvait effectuer cette manip que lorsque l'on était dans une vue orthographique, donc une 3D orthographique. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire aussi dans une vue de perspective, ce qui va nous permettre d'illustrer rapidement ce que l'on veut sur cette perspective-là. On a la possibilité d'incrémenter, on va le voir un petit peu après, une grosse amélioration, où avant on pouvait faire ça sur des jours ou des semaines. Là, on va voir que on va pouvoir tout simplement faire des choses non plus sur des heures, sur des minutes, mais aussi sur des secondes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir morceler ça sur des secondes. Voilà. Au niveau des étiquettes de sol, donc grosse amélioration qui avait été demandée. Donc quand on prend un sol, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on est capable de faire sur un Revit 2024. Donc on va voir la composition de ce sol. Donc on voit bien qu'on a une finition supérieure, donc le nu fini. On a le nu brut qui se retrouve au niveau de la dalle de béton et j'ai rajouté une finition inférieure qui peut représenter
comment dire, une isolation sous face. Et maintenant, avec les étiquettes que l'on a, on a la possibilité, bien sûr, de pouvoir annoter les différents niveaux de couches que l'on retrouve. Donc on voit bien les différents compléments. Donc on a le sol fini qui lui est bien à 300 par rapport à la normale. On a bien un sol brut qui lui va être à 298. Voilà, on va le voir. Donc la race supérieure du sol fini, la race supérieure du sol brut, hein, et on va pouvoir annoter aussi la race inférieure du sol brut et la race inférieure du sol fini. Voilà, donc grosse amélioration en fonction de ce que l'on a. Alors si vous avez rajouté une couche intermédiaire, par exemple, entre, je dirais, la couche du sol fini et la couche du sol brut, on n'aura que ça au grand maximum. On ne peut pas noter comment dire, toutes les couches, toutes les différentes couches. Voilà. Donc on voit bien comment ça fonctionne avec les différents libellés. Donc élévation haute, élévation au niveau du noyau supérieur, inférieur, et l'élévation basse. Voilà, on n'aura pas autre chose sur ce que le Revit peut nous donner. Voilà. Au niveau des améliorations, on a donc dans Revit 2023, les paramètres du projet sont triés par date de création. Donc on voit bien à droite. Alors moi j'ai créé 01, 02, 03, 04 au niveau des paramétrages. Au niveau de 2023, on va retrouver le 04, 01, 03, 02 parce que c'est l'ordre dans lequel je les ai créés au niveau des paramètres du projet. Or maintenant, en 2024, il va automatiquement, lui, les positionner en ordre alphabétique. Voilà. Les nuages de révision, chose qui avait été demandée par plein de personnes. Aujourd'hui, quand on met un nuage de révision, on va pouvoir, voilà, on voit que je suis en train de mettre les nuages de révision sur pas mal de vues, hein. Voilà, maintenant, on va pouvoir tout simplement, dans une nomenclature, faire une nomenclature de nuages de points de révision pour en faire, par exemple, un suivi dans une affaire. Donc, on aura automatiquement le commentaire, donc la marque, anciennement identification, et la révision. Voilà, on va pouvoir récupérer différentes données par rapport aux feuilles, par rapport aux vues. Voilà. Et donc, on va pouvoir les amener directement dans la nomenclature, ce qui va nous permettre d'avoir une belle nomenclature de suivi par rapport à l'affaire en cours. Voilà, j'ai ramené donc un peu dans la révision, un peu dans la vue. Voilà, on aurait pu amener un petit peu aussi dans la feuille, ainsi de suite. Donc voilà. Et là, ça va nous donner une nomenclature qui va nous permettre de visualiser toutes les données. Alors bien sûr, ça se comporte comme une nomenclature classique, hein. Si je viens cliquer sur une des lignes, il va être capable de nous donner où se trouve cette modification. Alors là, on a ce qu'on appelle des modifications clients, des modifications BE. Là, on ne voit que les modifications BE, donc ça se comporte exactement, je vous dis, comme une nomenclature classique que l'on va trouver pour le reste des nomenclatures à l'intérieur de Revit. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Et voilà. Au niveau des feuilles, alors on va s'apercevoir que maintenant, il est possible d'ouvrir là ou les feuilles qui contiennent là ou les vues sélectionnées. Donc là, j'ai pris une vue, voilà, je vais demander d'aller m'ouvrir la feuille. Donc il est venu m'indiquer où se trouvait la vue que je viens de sélectionner. Maintenant, je vais tout simplement en prendre plusieurs, hein, aussi bien dans les plans d'étage que dans ce que je veux, et on va faire ouvrir. Alors aujourd'hui, il va juste nous demander, il va nous dire attention, il y en a tant, voulez-vous l'ouvrir? Oui, non, oui. Et il va tout simplement nous aligner les vues les unes derrière les autres, enfin les feuilles les unes derrière les autres, contenant ces différentes vues. Alors ce que je viens de faire, bien sûr, avec les vues, on peut le faire avec tout ce que vous connaissez, les nomenclatures, les coupes, les vues 3D, les élévations, et ainsi de suite. On va pouvoir, et ça c'est une grande amélioration, on va pouvoir placer plusieurs vues sur une feuille. Donc on va créer tout simplement une nouvelle feuille, voilà, pour une feuille à 0 tout simplement, et on va venir sélectionner, je viens classer ma feuille bien sûr en vue d'ensemble, et je vais venir tout simplement ici prendre deux vues plus une nomenclature, et je vais tout simplement faire un cliquer-déposer sur une feuille. Donc ces trois vues vont venir tout simplement s'aligner
sur la feuille. Et donc, je vais pouvoir après repositionner les vues comme j'ai envie de les repositionner sur ma feuille. Donc, grande amélioration. Au niveau des nomenclatures, donc on a tout simplement une nouveauté dans la nomenclature, c'est-à-dire que là on a deux nomenclatures identiques. On va pouvoir tout simplement maintenant faire pivoter, chose que l'on ne pouvait pas faire avant. On n'avait pas la possibilité de faire pivoter une nomenclature, alors sens 90 en sens horaire, 90 en sens anti-horaire. Et aussi, on va pouvoir redimensionner les différentes lignes. Alors, dans l'ancienne version Revit, la hauteur de ligne était déterminée par la police que l'on sélectionnait. On ne pouvait pas personnaliser la police sans la modifier. Dans Revit 2024, maintenant, on peut modifier la hauteur des lignes. Après avoir choisi la nomenclature, une nouvelle option apparaît qui est hauteur de ligne et on peut dans un premier temps mettre comme on l'a vu, une rotation, puis on peut redimensionner cette nomenclature. On place la valeur sur tout, puis on rentre une valeur et l'ensemble se met à jour. Maintenant, on va voir ça sur une nomenclature d'image. On s'aperçoit effectivement qu'il conserve bien ce qu'on lui a demandé en fonction des images que l'on vient de positionner. Voilà, donc la hauteur de ligne fait varier tout simplement les données que l'on a besoin, tout en conservant la bonne hauteur de chaque image. Voilà. Et quand on met tout à égalité, il est capable, lui, de pouvoir redimensionner les images en fonction de ce que l'on demande. Sinon, il va conserver la valeur de base. Voilà. Donc, c'est pas mal. Alors, là, on va pouvoir voir une petite nouveauté aussi qui est assez sympathique, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des feuilles. Dans les feuilles, nous avons des vues. Et je me suis trompé, j'ai pris une vue. J'ai positionné une vue qui ne m'intéresse pas justement dans cette feuille-là, et je veux, moi, pouvoir la positionner dans une autre vue. Donc en 2023, j'étais obligé de la supprimer, de la repositionner. Donc à partir de la 2023.1, maintenant, on va pouvoir tout simplement prendre une vue, la cliquer et déposer pour pouvoir la ramener tout simplement dans la feuille qui m'intéresse. Donc elle va disparaître de la feuille dans laquelle elle se trouve et elle va se repositionner au même endroit dans la feuille, dans la nouvelle feuille. Voilà, donc c'est pas mal. Ça permet de pouvoir d'éviter de supprimer et de revenir chercher la vue de vue à vue, enfin de feuille à feuille. Alors, au niveau des révisions, on était embêté lorsqu'on voulait tout simplement mettre la même révision sur plusieurs feuilles. Donc là, on était en 2023 avant la version de 2023.1. Donc c'est pour ça que je suis passé sur la 2022 pour vous montrer. On n'avait pas la possibilité, lorsqu'on prenait plusieurs feuilles, de pouvoir modifier cette nomenclature, enfin cette révision, nomenclature de révision. Aujourd'hui, quand on va se retrouver sur plusieurs feuilles, donc déjà sur une feuille simple, on va pouvoir le faire. Mais maintenant, quand je me retrouve sur plusieurs feuilles, la modification se retrouve effectivement sur toutes les feuilles que j'ai choisies. Donc si vous avez fait une arborescence au niveau des feuilles par rapport à un critère bien précis, vous allez pouvoir cette fois-ci directement le faire via l'arborescence. Alors, lorsqu'on faisait des mises en plan, enfin des mises en plan, on positionnait des vues. Et puis on s'apercevait à un moment, une fois qu'on avait bien placé le titre, bien mis la ligne en place, que la vue ne correspondait pas forcément à la vue que l'on souhaitait. Donc on avait la possibilité, ça vous le connaissez, de venir intervertir des vues par une autre vue, mais toute la mise en plan que j'avais faite, disparaissait complètement. En 2024, maintenant, lorsqu'on vient tout simplement faire des modifications sur la ligne de titre, donc le positionnement, la longueur, je veux voir, je veux pas voir, et ainsi de suite, on va s'apercevoir que on va avoir une petite case supplémentaire qui arrive, donc on fait exactement la même chose qu'avant, et cette case va nous permettre, voilà, de pouvoir ou pas modifier l'emplacement du titre. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant pour pouvoir conserver la mise en page de ce qu'on avait l'habitude de faire. Alors l'ordre d'affichage, grande amélioration bien sûr par rapport à ce que l'on avait vu. Alors dans les familles,
Donc pour ça, c'était dans les familles. Lorsqu'on mettait des zones de masquage ou de pochage, on n'avait pas forcément, comment expliquer ça? On n'avait pas l'ordre souhaité, on était obligé de bidouiller, essayer, refaire 40 fois la même chose pour retrouver exactement le bon ordre d'affichage au niveau impression dans un projet. Dans la famille, il n'y avait pas de problème. On voyait bien ce que l'on voulait. Par contre, dès lors que l'on commençait à l'importer ou à le charger dans un projet, on n'avait pas du tout comment dire, les mêmes prérogatives que ce que nous on avait positionné dans la famille. Aujourd'hui, grâce à ça, comme on le voit, on va pouvoir positionner en avant, en arrière, premier plan, arrière-plan, différentes zones les différentes zones d'assurage, et on va pouvoir les conserver tout simplement dans le projet. Alors, avant 2024, dans la famille, on avait la partie de coach. Dans le projet, on pouvait retrouver ça. L'impression vectorielle, ça faisait ça. Et quand on faisait une impression raster, on avait cette solution-là. En 2024, dans la famille, donc on retrouvait exactement la même chose. Par contre, quel que soit l'endroit où on vient visualiser cette zone, on va s'apercevoir qu'elle conserve les prérogatives que l'on a mis dans la famille. Alors, grosse amélioration. C'est pour ça qu'il y a un petit peu plus de slides là-dessus. On va parler au niveau de la topographie. Alors, la topographie, avant la topographie, c'était ça. C'est-à-dire qu'on avait une surface topographique, des composants de sites, de parking, des terre-pleins. Ensuite, on pouvait scinder, faire des limites de propriété, des sous-régions, des fusions, et ainsi de suite. Maintenant, voilà. Voilà comment est résumé tout simplement la partie topographique de Revit 2024. On ne va plus parler de topographie, on va parler de surface topographique, mais on va parler de solide topographique. On va conserver les composants de site ou de parking. On va parler de limite de propriété et d'attitude de courbe. Donc on voit qu'on a perdu les terre-pleins, qu'on a perdu les scindés, les fusionnés et les sous-régions. Tout ça, on ne l'a plus. On a conservé aussi la limite, les zones nivelées. Alors comment ça fonctionne? La méthode de création. Donc on va s'apercevoir qu'on a plusieurs méthodologies. Donc dans le solide topographique, la première solution, c'est on va le créer à partir d'une esquisse, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc on va dessiner une esquisse et on va pouvoir donner des valeurs. On peut le créer à partir d'une importation ou on peut générer à partir d'un solide topographique existant. Donc on va voir ça un petit peu de plus près, comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on va faire créer, donc avec une esquisse toute simple. Voilà, donc si vous regardez bien, on est venu tout simplement rapidement tracer un rectangle et ça se comporte exactement comme un sol. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des composants. On va pouvoir positionner des points comme on l'a vu tout à l'heure. Donc quand je vous parlais tout à l'heure qu'on avait des nouveautés dans les sols, ça vient aussi s'implémenter dans les surfaces, dans les solides topographiques. Voilà, donc on va se retrouver avec des propriétés qui correspondent exactement à ce que vous connaissez dans les sols. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va pouvoir générer un topo solide à partir de différents topos surfaces liés. Donc là, c'est un DWG que je suis venu intégrer, sur lequel je suis venu lui demander de me faire une topo. Voilà, donc ça fonctionne exactement comme avant. La seule différence, c'est que aujourd'hui, on n'a plus une surface, mais on a une topo, un topo solide. Voilà. Donc on va pouvoir faire aussi ça avec l'import d'un fichier, un fichier CVC ou TXT venant d'un géomètre. Voilà, donc on va se retrouver exactement de la même façon. Donc ça ne change pas. C'est juste que la finalité, c'est plus du tout une surface, ça n'est plus qu'un solide. Maintenant, on va le créer via une topo existante dans lequel je suis venu chercher un type de sol. Donc là, je lui ai donné avec de la terre et de l'herbe. Et voilà, et on va s'apercevoir qu'il est venu exactement me créer. Donc ça veut dire on va avoir une épaisseur de sol qui est existante par rapport à avant ou quand on était en topo solide, plus un fil qu'autre chose, une peau. Donc ici, on va voir les fichiers système à partir d'existence. Donc voilà. Donc on va pouvoir tout simplement ici venir changer ou modifier différentes données à l'intérieur de ces données-là. Donc on voit bien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour mieux comprendre, qu'on va venir rajouter des couches, et ces couches vont être tout simplement visibles lorsque l'on va venir faire des coupes, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir gérer aussi
par topo solide les différents affichages de lignes de niveau. Voilà, on va faire l'appliquer, on est venu changer, donc on va savoir que ça change un peu. On va pouvoir là-dessus, bien sûr, venir définir, récupérer les propriétés des types de solides topographiques que l'on a créés dans un projet. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tous les créer dans un projet, mais les mettre dans un projet, je dirais, tampon, qui vont permettre de pouvoir aller les télécharger, enfin de les charger en fonction de ce que l'on a besoin. Après, on peut faire aussi un copier-coller, il n'y a pas de problématique. Là, on va voir un petit peu les coupures, les divisions, les modifications qu'on peut faire sur une topo solide. Donc là, on a un topo solide de base, hein, avec tout simplement de l'herbe et de la terre. On va pouvoir, donc, comme vous l'avez vu, donc ça fonctionne exactement comme un sol. Hein. Donc je reviens toujours à la même solution pour avoir la petite idée là-dessus. On va pouvoir bien sûr faire des limites de propriété, donc via une esquisse ou soit via des fichiers points. Hein. Donc ça ne change rien à ce que vous connaissez vous aujourd'hui. Voilà. Hein. Donc ça ne va pas changer grand-chose à ce niveau-là. On va pouvoir aussi, donc bien sûr, on va récupérer la surface. On va pouvoir tout simplement venir faire ce qu'on appelle des lignes d'altimétrie. Hein. Donc voilà, ça change pas non plus. Voilà, donc on voit bien la fonction. Donc ce que je vous expliquais au niveau de l'épaisseur de votre couche, on les voit bien. On va pouvoir faire aussi, toujours pareil, hein, des zones nivelées, ce qui va nous permettre des nouvelles nomenclatures de solides topographiques avec du déblai et du remblai. Hein, donc on va voir comme je vous l'ai dit, les limites de propriété, les altitudes de courbe, les zones nivelées, et voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc sur ce, on va pouvoir, une fois qu'on a fait ça, donc pouvoir visualiser le déblai remblai. Donc je vais venir ajouter ou je vais modifier tout simplement la surface pour vous montrer comment fonctionne. Donc on voit déjà que le déblai remblai est déjà renseigné en direct. Voilà, donc on voit automatiquement que ça se fait simplement à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc là, on va avoir tout simplement ce qu'on appelle un attachement. Hein. Donc, on va mettre les différentes. Je vais me remettre moi sur la partie, la nouvelle partie. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais tout simplement venir faire une zone de solide topographique. Alors, ça, c'est le terme qu'il va bien falloir, comprendre. Donc, c'est bien du solide. Donc là, je suis venu tout simplement rajouter un topo par-dessus un topo. Donc, on voit bien le rectangle que j'ai mis avec de l'eau et je vais venir tout simplement attacher les deux topos et voilà, il va faire une opération booléenne, ce qui va me permettre d'avoir mon terrain avec en bas une zone d'eau ou autre. Voilà, donc, c'est assez ludique et assez pratique. On va pouvoir, bien sûr, scinder cette topo, hein, puisqu'on a perdu les icônes que l'on avait avant, mais on va pouvoir faire la commande scinder que vous connaissez. Voilà, donc on va tout simplement venir, là je suis venu scinder tout bêtement la ligne de propriété pour vous montrer quelques exemples. Voilà, donc on va se retrouver avec une topo qui va représenter uniquement la surface de votre lot. Cette topo, on va pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gérer son type. On va pouvoir vérifier le déblai remblai uniquement de cette zone-là. Enfin voilà, on va pouvoir intervenir sur pas mal de choses. On va pouvoir aussi, si on veut, créer de nouveaux types que l'on va additionner au fur et à mesure par rapport à tout ce que l'on a besoin. Voilà, voilà, on va pouvoir changer donc le niveau de courbe, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, uniquement sur cette zone-là et ne pas l'appliquer à une autre zone. Donc on voit que je suis un petit peu plus, j'ai un peu plus de lignes de topographie sur cette zone-là. Voilà, donc on voit bien la différence pour vous montrer la différence entre les deux. Voilà. Ensuite, on va pouvoir voir la modification des topos solides scindés. Donc voilà, on va tout simplement pouvoir un topo solide faire comme ça redevient tout simplement un topo parmi tant d'autres et sur lequel on va pouvoir venir modéliser ce que l'on a besoin de faire, les différentes modifications. Voilà. Donc on est venu faire tout simplement une modification sur ce topo solide. On va pouvoir faire aussi des sous-divisions, d'accord, donc ça vous connaissez.
Alors, on va tout simplement ici représenter un chemin. Alors, on va voir je dirais, le petit désavantage de ce scindé, enfin de cette sous-division, pardon. Donc, une fois que j'aurai fini de modéliser complètement cette partie-là, voilà. Et on va voir un petit peu ce qui, moi, m'embête un petit peu, mais bon, après, peut-être que vous, ça vous embêtera pas, mais on va s'apercevoir tout simplement que une fois que l'on a fini notre esquisse, il va rajouter ce qu'on appelle une surcouche. Donc, on s'aperçoit volontairement, j'ai mis une valeur assez grande pour que vous puissiez la voir. On va pouvoir effectivement définir cette zone avec comment dire, un matériau bien spécifique, mais voilà, on s'aperçoit qu'on a une surcouche. Voilà, donc ça veut dire que si je veux vraiment représenter une route, alors si ça vous suffit pour avoir uniquement la visualisation, il n'y a pas de problème. D'accord, tout se passera bien. Donc voilà, donc avant, c'est ce que je vous disais, on avait ça, aujourd'hui, on a ça. Donc on n'a plus le terre-plein. Alors vous allez me dire comment on fait. Alors on va voir comment on fait. Donc on va tout simplement venir, par exemple, sur ce volume-là, faire un volume in situ et venir modéliser la dalle. Voilà, tout simplement le terre-plein. Une fois qu'on a fait ce terre-plein, donc on voit bien, hein, c'est un ensemble vide, d'accord, c'est un modèle vide. On va tout simplement faire une opération booléenne sur lequel, vous voyez, on pourrait, alors là on extrapole un petit peu, mais on pourrait aussi faire avec des talus. Si vous voulez vraiment être bon dans les talus, avec les pentes 2 pour 3, 3 pour 4, on pourrait le faire aussi là-dessus. Voilà, donc là, on vient de s'apercevoir que je viens de faire tout simplement une opération booléenne qui me permet de tout simplement supprimer la partie qui m'intéresse. Voilà. Donc on va faire ça avec une forme vide, quelle que soit la forme vide. Alors là, je l'ai fait par-dessus, mais on peut la faire en verticalité, en horizontalité, en biais, enfin en fonction des plans qu'on va faire. Ça, c'est du classique au niveau des données booléennes. Voilà, au niveau de tout ce que l'on peut faire. On va pouvoir avoir aussi des déblais par volume. Donc moi, je vous l'ai montré dans un premier temps par un modèle in situ. On a la possibilité de faire exactement la même chose via un volume. Voilà, donc on va représenter le volume. Voilà, on va se retrouver exactement pareil que tout à l'heure. Voilà, ça va pas changer enfin, ça va pas changer grand-chose par rapport à ce que vous avez vu. Voilà. Donc on va venir tout simplement le soustraire directement. Voilà, et toujours pareil, on va avoir un déblai remblai qui va arriver directement dans ce que l'on veut. Pardon, excusez-moi. Là, on va voir aussi. Alors là, je vais venir dessiner tout simplement un mur, hein, tout bêtement, sur lequel je vais venir positionner une semelle. Donc on va voir. Je vais venir positionner tout simplement une semelle filante sous ce mur-là. Donc je vais le faire descendre un petit peu, voilà. Comme si on faisait une fondation, semelle filante rapidement. Donc maintenant, le gros avantage de ce qu'on fait, c'est ça. C'est-à-dire que on s'aperçoit bien que l'on a toujours notre volume, donc notre solide. Et à ce solide-là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir tout simplement soustraire les valeurs que je viens de créer, c'est-à-dire le mur et la semelle. Voilà. Alors, ce que je viens de faire avec un mur, bien sûr, on peut le faire aussi, donc on le voit bien en 3D, hein, je vous le montre bien en 3D. On va pouvoir aussi le faire avec un poteau. Le seul petit bémol, c'est que ça fonctionne qu'avec des poteaux béton et ça ne fonctionne pas avec des poteaux fer. D'accord? Donc, on va s'apercevoir que là, je viens couper donc le topo avec les semelles, ça se passe bien. Dès que je vais prendre, voilà, les 3 semelles vont bien se passer. Dès que je vais prendre le poteau béton, on va voir qu'il soustrait. Par contre, le poteau métallique, il ne connaît pas du tout. Voilà. Donc c'est le seul petit bémol aujourd'hui de ça. Voilà. Donc on voit bien in fine le résultat de ce que je viens de vous dire. Oh, il a dû revenir en arrière. Donc qu'est-ce qui nous permet de couper? Alors qu'on a les topographiques, on a donc les catégories, les sous-catégories suivantes peuvent être utilisées pour couper et être coupées par un solide topographique. Donc vous avez tout ça.
Donc topo par topo, un plafond, un sol, un bord de dalle, un toit. Alors sur les bords de dalle, ça fonctionne comme un sol. La seule différence, c'est que dès lors que vous avez une courbe, il ne saura pas le faire. Alors, comme pour les autres objets disponibles dans le logiciel, les motifs de surface peuvent être appliqués aux solides topographiques. Hein, donc, vous venez faire juste un peindre hein, et ça fonctionnera comme pour tout le reste. Pour les modèles de coordination, alors grosse amélioration. Avant, on avait donc on avait les utilisateurs, ils pouvaient lier des fichiers NVD ou NWC, donc Navisworks. Et aujourd'hui, on peut créer via des formats Autodesk qui viennent d'Autodesk Docs. Par exemple, là, j'ai pris un step. On va tout simplement pouvoir positionner cet élément-là dans le projet. Alors, ces différents liens sont directement liés aux vues par Autodesk Docs, et ceci sans télécharger le fichier en local. C'est vraiment, il reste dans le cloud. Les vues liées à partir d'Autodesk ils utilisent donc à partir de l'ACC maintenant, ils utilisent des autorisations définies dans le contexte du compte Docs. C'est-à-dire que si on vous permet d'y aller, ben, vous pouvez y aller. Si on ne vous permet pas d'y aller, vous pouvez pas y aller. Donc tout ça, ça facilite l'utilisation du flux de travail et de la collaboration. Donc, et puis ça permet aussi d'avoir une grande souplesse au niveau de la sécurité par rapport aux gens qui peuvent ou pas voir certaines choses. Voilà. Alors l'avantage de ça aussi, le fait de ne pas le positionner en dur sur votre disque dur, c'est que c'est des modèles très très légers par rapport au contexte que l'on connaît de Revit. Donc gain de temps. Alors Dynamo, qui dit Revit, nouveau Revit dit nouveau Dynamo, bien sûr. Alors voilà, on a quelques améliorations qui sont arrivées avec des fonctions possibles, pas possibles, des autos, il est capable de compléter. Enfin bon, je vous invite à voir, parce qu'il y en a pas mal, de voir le descriptif sur, ça doit être dynamo.org, il y a toute une fiche là-dessus, sur les nouveautés, et qui vont vous permettre de voir un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Alors j'en ai mis quelques-unes hein, qui me paraissent un petit peu importantes par rapport à tout ce que l'on fait. Voilà, donc voilà, je vous invite à aller plus tôt sur dynamo.org, voir toutes les nouveautés parce qu'il y en a pas mal. Et voilà, on est arrivé au bout de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci Joseph pour cette présentation. Alors, on va patienter quelques minutes peut-être. On va avoir quelques questions. Vous avez la possibilité hein, dans la plateforme d'en mettre. Vas-y, je t'en prie Joseph. Non, c'est bon. Excuse-moi. Alors, juste un petit aparté que j'ai oublié de mettre à l'intérieur là, c'est que je vais faire sur Applicite, le blog d'Applicite, vous allez avoir les différentes nouveautés qu'on retrouve aussi bien en génie climatique que plomberie qu'électricité. Donc je vais faire ça dans le mois qui vient là. Vous aurez sur un blog, sur les blogs des articles qui vont parler de ces différentes nouveautés de Revit 2024 par rapport à toute la partie MEP. Oui, c'est une bonne idée puisque nous avons quand même pas mal de bureaux d'études fluides là que je vois qui sont connectés. Donc oui, ce sera très bien. Et donc n'hésitez pas ainsi à regarder, enfin à vous abonner déjà à notre site internet, vous abonner sur la page LinkedIn et puis d'aller vérifier régulièrement s'il n'y a pas un article de blog qui vous intéresse. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions, ça veut dire Joseph que tu as été incroyable. D'accord. Je ne vois que ça. Donc n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions après, de toujours pouvoir nous les poser. Il n'y a pas de problème. On viendra répondre. Il n'y a pas de problème. Alors, je viens de voir une question. Ah. Les enregistrements sont-ils toujours aussi volumineux? Alors, ils les ont un petit peu améliorés, mais il y aura toujours une problématique de place. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, pour le moment, tant qu'ils n'auront pas... aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles au niveau volume. Pourrait-on, s'il vous plaît, avoir accès à l'enregistrement pour les diffusions? Bon, ça, il n'y a pas de problème. Ça, Manon va s'en charger. Oui, je m'en occupe.
Ok, il n'y a pas de problème. Non, bah, sinon, il y avait que cette. Mais au niveau volume, oui, aujourd'hui, il n'y a pas de, il y a pas de solution. Voilà. Alors, merci pour ce webinaire, merci pour vos tutos en ligne qui sont très riches et m'ont beaucoup aidé. Merci à vous. Merci à vous. Joseph, tu as répondu sur la partie diffusion du PPT. Ensuite, il sera disponible via YouTube, comme d'habitude. Et normalement, nous avons répondu à tout. Ouais, j'ai plus d'autres questions. Moi non plus. Je n'en ai pas d'autres. Eh bien, écoutez, donc, je le redis, comme l'a dit Joseph, vous pouvez en effet nous contacter. Hein, vous avez nos numéros qui sont affichés. Vous devez également être en lien avec votre ingénieur commercial qui s'occupe de votre société. Donc, n'hésitez pas à lui passer un coup de fil pour avoir quelques réponses à des questions que vous auriez peut-être suite au webinaire. Bon, je vous remercie pour votre attention et puis à la prochaine. Voilà. Merci Joseph en tout cas et merci à tous d'avoir été présents avec nous cet après-midi. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.